les 7 années à venir, je place mon mandat sous le signe de l'amélioration du niveau et du cadre de vie de tous les Camerounais. Cela se traduit par un programme en 10 points essentiels, 10 points pour construire l'avenir du Cameroun. Promotion de la justice sociale et de la prospérité en stimulant l'emploi. Intensification de la lutte contre la pauvreté et relèvement du niveau de vie de nos populations. Il y a certains indicateurs à l'extérieur qui vont vous classifier comme pays pauvre, endetté, etc. Mais je pense que si on regarde la réalité du Cameroun, on voit des potentialités énormément riches et des richesses, même pas des potentialités, que ce soit dans le côté d'environnement, ressources humaines, même ressources financières. Donc, de notre point de vue, je pense que vous êtes vraiment un pays riche et riche dans votre diversité. La pauvreté, elle est multidimensionnelle. Au rez-de-chaussée, vous voyez les effets de cette pauvreté, manque d'accès à l'électricité, au logement et ainsi de suite. Au deuxième niveau, qui est déterminant fort, qui sont les handicaps de capacité. Et là, c'est les capacités intellectuelles. Donc, capacité dans la gestion du temps, être capable de gérer son temps, être capable de piloter un projet, être capable de la capacité de gouvernance, c'est-à-dire celle qui consiste à orienter, à avoir une vision de là où on veut aller, à mobiliser les acteurs, des capacités de savoir-faire et des capacités entrepreneuriales. Donc, et au dernier niveau, vous avez les ressources morales. Nous vivons dans un pays où environ 50% de la population, si je m'en tiens aux chiffres de 2000-2001, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et un des objectifs qu'on s'est fixé dans des stratégies à long terme, par exemple à l'horizon 2015, est qu'on parte de ces chiffres de 50% à 25%. Bref, réduire de moitié la pauvreté dans notre pays. Amélioration de notre système de santé, éducation pour tous, renforcement des infrastructures routières, accès à l'eau et à l'électricité pour tous, renforcement de la défense nationale et de la sécurité des personnes et des biens. C'est un vaste programme, me direz-vous, mais il est réaliste. Bien sûr, tout ne pourra pas être fait tout de suite. La mise en œuvre de toutes ces mesures s'inscrit dans le cadre d'un mandat de 7 ans. En l'an 2004, notre pays s'en trouvera profondément modifié. C'est difficile lorsque vous avez eu dans votre histoire certains facteurs exogènes qui ont créé la croissance négative. Et donc, lorsqu'on a des situations comme ça prend son temps pour que les choses changent. Maintenant, je pense que vous avez un taux de croissance économique assez stable et le taux d'inflation qui n'est pas problématique en comparaison avec d'autres pays. Donc, toutes les conditions sont réunies et avec la bonne gestion de l'économie, toutes les conditions sont réunies pour que ça puisse avancer comme il faut. Si vous parlez de l'accès à l'éducation, à la santé, à tous ces indicateurs, même les objectifs du millénaire, vous voyez que ça va progressivement. Ce n'est pas d'un jour à l'autre que vous allez voir une différence énorme. Il faut donner le temps, avoir le temps pour donner le temps pour que ces résultats se concrétisent. À côté du plan global, du programme global de gouvernance, il y a un plan d'action prioritaire qui a été mis en place, d'ailleurs qui a servi à notre éligibilité à l'initiative PPTE. Et il faut savoir que toutes les initiatives qui se meuvent aujourd'hui, par exemple le DRSP, par exemple l'initiative PPTE proprement dite, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, sont
font partie du plan d'action prioritaire du programme national de gouvernance. Alors, vous voyez, pour ce qui est des résultats, vous savez qu'il y a des consultations participatives qui ont été organisées pour pouvoir d'abord identifier quelles sont les attentes essentielles des pauvres. Bien que l'élaboration de ce document de stratégie aura épuisé tellement de temps et tellement de crédits qu'on l'attend encore à l'instant où nous parlons. À quand donc pratiquement la lutte même contre la pauvreté qui est basée sur ce document-là? Ce document, sa rédaction est à la phase terminale. Bon, à côté de cela, parce que je crois qu'il vaut mieux travailler et bien travailler pour pouvoir être efficace. À côté de cela, à côté du DRSP, il y a, comme vous savez, l'ECAM, l'enquête sur les ménages, enquête camerounaise sur les ménages, qui permet également d'identifier quelles sont les attentes des Camerounais. Parce que, vous voyez, le travail qui est fait aujourd'hui est un travail qui vise à susciter la participation de nos compatriotes à la lutte contre la pauvreté. Et cette participation n'est possible et n'est efficace et efficiente que dans la mesure où les programmes qui sont mis en place et les actions rencontrent les attentes essentielles de nos compatriotes. Et c'est pour cela qu'on a peut-être l'impression que cela prend du temps. Les enquêtes sur les ménages permettent d'identifier quels sont les problèmes, quelle est la réalité de la vie quotidienne des Camerounais, tout comme dans la rédaction du document de stratégie de réduction de la pauvreté, on est descendu sur le terrain, il y a eu des enquêtes participatives, et où cela permet de moduler d'ailleurs, parce que le visage de la pauvreté diffère d'une province à l'autre. Comment pouvez-vous expliquer, par exemple dans le cas des ressources PPTE, qu'on ait pu accumuler en 2 ans, puisque le Cameroun a été éligible à cette initiative en octobre 2000. Aujourd'hui, on est pratiquement 2 ans après, octobre 2002, c'est exactement la date. Nous avons plus de 100 milliards qui dorment dans les caisses de la BEAC, et cet argent n'est pas toujours utilisé. C'est quelle capacité? C'est d'avoir une capacité, l'absence de capacité de mobiliser des fonds pour des projets dans des domaines qui étaient prescrits, des domaines de la santé, des domaines de l'éducation, et ainsi de suite. Nous nous sommes heurtés ces derniers mois à un problème de procédure, parce que, vous savez, nous sommes dans un monde rationnel. Peut-être un peu trop rationnel, plus rationnel même que ne le seraient nos bailleurs de fonds qui pressent le Cameroun aujourd'hui de consommer ces crédits qui sont en dormissement dans nos oui, nous avons attiré amicalement leur attention sur ce paradoxe entre la nécessité de consommer les ressources et les difficultés de mobilisation de ces ressources. Et je pense que nous sommes en train de trouver des solutions parce que je crois que vous êtes au courant qu'il y a un manuel de procédure pour le décaissement des fonds PPTE qui était en cours d'élaboration. Je crois que cette élaboration est également à sa phase terminale. Ces questions organisationnelles plutôt que des ressources. C'est comment mettre des ressources ensemble pour que ça donne des résultats optimaux que vous souhaitez. Et ça nous amène peut-être à ce mot qui est peut-être inventé par les bailleurs de fonds, la gouvernance ou la bonne gestion, la gestion de ces ressources. Et nous avons pu constater aussi qu'avec les analyses et les prognoses et les remèdes qui sont en cours, que cette gestion s'améliore aussi. Et si vous allez progressivement aussi dans la gouvernance locale que nous constatons vous êtes en train de faire, ça aide. Je pense que c'est un mot que vous avez aussi ajouté à votre ministre d'État pour AT. Donc voilà la décentralisation pour faciliter que la gestion des ressources, même au niveau local, soit optimisée. Et là, nous sommes honorés à donner des formations aux maires élus de vos élections les plus récentes. Donc, nous constatons que ça va tous aider à optimiser des ressources, à tenir compte les défis, parce qu'il n'y a jamais suffisamment de ressources. Il y aura toujours un manque de ressources, mais c'est comment optimiser l'utilisation de ces ressources. La solution pour moi, c'est la décentralisation. Les pays du Nouveau Monde qui ont accompli un développement accéléré réellement en 200 ans, les États-Unis et le Canada, sont passés par cette voie. C'est-à-dire qu'un certain nombre de domaines, tels que la santé, tels que l'éducation, tels que l'électrification, relèvent des provinces
relèvent des États dans le cas des États-Unis, des provinces dans le cas du Canada. Il s'agirait probablement des régions dans le cas de chez nous. Dans le cas de l'Europe, vous avez un pays comme l'Allemagne qui a conçu plutôt un système fédéral, c'est-à-dire décentralisé, sur les cendres de l'Allemagne hitlérienne. Parce qu'à partir de ce moment, on ne va plus avoir une espèce de congestion de l'État central. L'État central resterait dans les domaines majeurs. Les programmes au niveau national sont des macro-programmes et pour qu'ils aient un impact sur le corps social, il faut qu'ils soient des programmes de proximité. Et la décentralisation est une opportunité qui nous permet de rapprocher les programmes de lutte contre la pauvreté au niveau des citoyens. Parce que vous savez, au-delà de l'aspect institutionnel, la décentralisation est une décentralisation fonctionnelle. Et les secteurs qui ont été retenus dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé, les infrastructures de base, quand ces stratégies sont ramenées, par exemple au niveau d'une municipalité, elles deviennent plus efficientes. Ensemble, nous devons chasser la pauvreté. Ensemble, nous devons gagner la bataille du développement. Ensemble, nous devons gagner la lutte pour l'emploi. Ensemble, nous devons relever les défis du futur. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, nous sommes éligibles au programme Pays pauvres très endettés. Mais on entend d'autres sons de cloche qui nous disent là n'est pas du tout la sortie, parce que le Fonds monétaire international serait plutôt un fossoyeur des économies sous mandat avec ces institutions de Bretton Woods. Où est la sortie aujourd'hui? Bon, je pense tout d'abord le modèle et la philosophie et la pratique du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, c'est d'avoir des équilibres, les bons équilibres dans l'économie. Parce que si vous n'avez pas stabilisé tous les facteurs, les variables, vous auriez toujours les problèmes structurels même. Donc, vous devez, je pense qu'on doit accepter que des fois, lorsqu'on est malade, on doit prendre des médicaments. Ce sont des médicaments qu'on prend pendant une période. Mais c'est aussi la même chose lorsqu'on est malade. C'est bien d'avoir une vision lorsqu'on va être guéri. Et dans le cas du Cameroun, je pense que le moment est peut-être aussi mûr de voir quelle est la vision pour le développement du pays et les objectifs vraiment du développement, que ça soit couper de moitié l'année 2015 la pauvreté, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ou d'avoir des autres sous-indicateurs de ça et avoir des outils, des instruments pour faire des scénarios, pour regarder, alors si on veut atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faut? En croissance économique, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut la croissance en termes réels du PIB, la croissance à double chiffre, ou est-ce que c'est à 7%? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique un renforcement de l'investissement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réduire la consommation publique et privée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou augmenter les exportations? Et comment arriver à ça? Donc, peut-être c'est le moment maintenant pour avoir cette sortie et cette confiance et cette autonomie, peut-être dans avec les partenaires internationaux, que vous ayez votre modèle de croissance endogène qui vient de vous, qui n'est plus dépendant des matières premières qui ont leur prix défini dans le marché international, d'avoir ces instruments et de pouvoir définir où vous voulez être dans les années qui suivent. Nous sommes à la rencontre de plusieurs types d'exigences. La première, qui est camerounaise, c'est qu'il faut que le programme, il faut que les diverses stratégies qui sont mises en place rencontrent les attentes des Camerounais. Bon. Le deuxième type d'exigence auquel nous faisons face est les partenaires internationaux. Nos partenaires au développement ont des attentes parce ils ont raison, que les ressources qui sont dégagées en faveur de la lutte contre la pauvreté atteignent le dernier des pauvres des Camerounais. Le chef de l'État a pris des engagements sérieux dans le cadre du sommet de millénaire à New York. Le sommet de millénaire s'est engagé à réduire la pauvreté de moitié pour un certain nombre de pays en développement à l'horizon de 2015. Mais vous imaginez que c'est avec le cadrage comptable et financier du FMI qui réduit la croissance pratiquement à 4-5% qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, honorer ces engagements du chef de l'État? Non.
vous avez là un pays qui a un potentiel énorme, qui est pour moi comme un champion, à qui vous devez donner le maximum de moyens pour atteindre des taux de croissance qui sont de 8%, voire un chiffre double, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse effectivement répondre aux objectifs. Alors, ça, c'est notre. Pour nous, il s'agit de cela. Rien de ce que nous entreprendrons ne pourra réussir sans un engagement réciproque. C'est pourquoi je vous propose de passer un contrat. Oui, un contrat entre vous et moi. Un contrat de confiance. Un contrat d'une durée de 7 ans, pendant lesquels nous allons nous engager sur un certain nombre de droits et de devoirs pour mener à bien ce programme et transformer fondamentalement notre pays. Vous voyez, il a indiqué une vision. Mais je vous dis, le véritable problème, c'est que vous devez, quand un chef indique une vision, un leadership, avoir la capacité, ça c'est au niveau du gouvernement, de transformer cette vision en réalité. Votre président, il a la vision sur plusieurs déclencheurs de la prospérité et du développement. Prenons le cas de l'informatique et les nouvelles technologies d'information-communication. Tout le monde sait qu'il y a aussi les désavantages avec ces technologies, mais il y a le côté avantageux. Et c'est certain que la concentration, tout ce qu'il a apporté, a poussé ces nouvelles technologies, que ça va aider le pays à accélérer le développement, que ce soit accès par Internet, que ce soit la formation, que ce soit le e-commerce, les e-jobs, etc. Prenons aussi le cas qu'il focalise beaucoup sur la jeunesse. Et si nous prenons les statistiques, que le chômage, la plupart des chômeurs sont des jeunes entre 15 et 25 ans, si je ne me trompe pas. Alors, il faut vraiment accompagner ces jeunes gens de tous les côtés, des valeurs. Et votre président, troisièmement, il a parlé beaucoup d'éthique. Et ça, c'est un autre mot, peut-être un mot même plus important que ce mot gouvernance. Parce que éthique, ça va au fond de l'âme. Et je pense que ce sens de valeur du pays et de qu'est-ce que c'est la prospérité, c'est pas toujours avoir accès à combien de vidéos et de voitures. La prospérité, c'est aussi des valeurs intrinsiques de la personne et de la communauté. On avait dit moralisation au Cameroun. Peut-être c'est ça. Le grave problème du sida, qui malheureusement s'étend ici comme ailleurs en Afrique et menace particulièrement notre jeunesse. En attendant la découverte éventuelle d'un vaccin et la possibilité d'accéder aux nouvelles thérapies, nous devons mettre l'accent sur la prévention et sur le comportement responsable afin de ralentir l'extension de l'épidémie. Si notre défense est faible, SIDA passera. Jouons serré. Protégeons-nous à tous les stades. C'est un message du Comité national de lutte contre le sida et ONU-SIDA Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait de la cause du sida un défi national. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement en matière de santé publique. Le sida, c'est une tragédie humaine sans précédent. Et la réponse camerounaise, qui est bien connue à travers le plan national de lutte, qui a été approuvé par le chef de l'État et lancé le 12 septembre 2000 par le Premier ministre chef du gouvernement, est une réponse qui se veut massive
et mobilisatrice de toutes les énergies, et mobilisatrice également de tous les partenariats, aussi bien au plan national qu'au plan international, pour que nous puissions effectivement mettre sous contrôle la pandémie du VIH-Sida, dont les implications économiques et sociales sont connues en matière de développement. L'infection VIH-Sida, ce n'est pas une maladie comme les autres parce qu'elle a des impacts multiples. Des impacts au niveau de la famille déjà. On peut perdre son mari, on peut perdre sa femme, son enfant, ses parents. Au niveau de la famille, parce qu'on a tous au moins quelqu'un dans la famille qui est séropositif. Car lorsqu'on est à 12% de séroprévalence, bien sûr, on a au moins chacun une personne, on le sait ou on ne le sait pas, qui est séropositive. Donc cet impact est important au niveau des familles, il est important aussi au niveau de la communauté, parce que de plus en plus de personnes ne peuvent pas travailler, sont obligées de s'arrêter parce qu'elles ont des maladies à répétition. Certains perdent leur travail parce qu'ils se sont absentés trop longtemps. Donc ça c'est assez catastrophique au niveau de la communauté, mais c'est aussi catastrophique au niveau de l'État, puisque des pans de la société peuvent être touchés, que ce soit la santé, l'éducation nationale, le privé, et d'ailleurs toutes les firmes privées, toutes les sociétés prennent conscience de ce problème et s'organisent pour lutter contre le VIH-Sida. Depuis 1992, il y a de cela 10 ans que j'ai été informée suite au problème de maladie de mon conjoint. J'ai eu à faire le test et le résultat m'a été révélé en 1992 au mois de juillet à l'hôpital central par le docteur du corps du pavillon Lagarde. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez tout de suite l'impression que c'est grave ce qu'on vous dit? Est-ce qu'à ce moment-là, au Cameroun, on avait déjà une idée de la gravité même de cette maladie chez nous? Je ne crois pas, parce que moi-même, je ne m'y connaissais pas tellement comme à présent. Il est vrai qu'on en parlait, mais ça ne me disait presque rien et je savais que c'était un problème très grave, puisque même quand je l'ai apprise, j'étais sûre que je devais mourir dans les jours qui suivaient. Parce que la façon dont on parlait et les visages qu'on voyait à la télévision, c'était très très effrayante. Donc, quand on se savait infecté, on était sûr que la mort était pour les jours à venir, pour les jours très proches, quoi. De 1992 jusqu'à présent, il y a eu un grand changement dans ma vie. Grand changement parce que je me suis donnée complètement, je me suis impliquée. J'ai pris la décision d'amener ma contribution dans l'infection afin de faire comprendre à d'autres personnes qu'on peut bien vivre avec. Or, au début, ça me faisait tellement peur, je ne voulais même pas en parler. Je ne voulais même pas que les gens sachent que j'étais séropositive. Et maintenant, je me pose toujours les questions, pourquoi je réagissais comme ça? Je n'arrive pas à répondre. Mais c'est après tout cela que je me suis dit que ça ne valait pas la peine de continuer à rester dans le désespoir. C'est mieux de lutter, de travailler avec d'autres personnes et de garder espoir de vie. C'est tout ça qui m'a amené à me lancer dans les activités liées au sida. Je pense qu'on a peut-être pris un peu de retard au Cameroun au début de l'affection et maintenant on paye les pots cassés de l'insouciance un petit peu de tout le monde, de la population elle-même qui n'a pas pris au sérieux cette infection au début. Mais depuis 4 ans, je crois qu'il y a une volonté, aussi bien la volonté politique que la volonté médicale, que même la volonté de tout un chacun de se mobiliser contre ce fléau. Je crois qu'on est en train d'étendre une toile d'araignée et on va peut-être arriver à limiter un petit peu l'extension du virus. Notre stratégie a 2 volets essentiels, comme vous le connaissez. C'est la prévention, premier pilier, également aujourd'hui la prise en charge qui est devenue tout aussi prioritaire. Nous agissons sur les 2 leviers et d'une manière multisectorielle et d'une manière également décentralisée parce qu'il faut développer la proximité dans les interventions et également bien les cibler. La prévention consiste à sensibiliser toute la population, notamment la jeunesse, sur les risques de cette pandémie pour que chacun sache qu'on vit aujourd'hui dans un contexte de sida et que chacun adopte des comportements
responsables. Et cela est fondamental et nous pensons que ce message est en train de passer. Au plan de la prise en charge, nous agissons également, d'abord pour inviter les personnes adultes en âge d'avoir des rapports, notamment sexuels, à prendre des responsabilités plus évidentes en ce qui concerne leur comportement, mais aussi à se faire dépister, parce que c'est très important ici de connaître son statut sérologique. Et nous pensons que la mise en route de tous ces axes de notre stratégie amène aujourd'hui des résultats tout à fait appréciables. Nous constatons que la séroprévalence, même si elle reste encore en progression, mais ce n'est plus une progression fulgurante telle qu'on l'a connue entre 1997 et 2000. On est parti de 7% à 11%. Et aujourd'hui, il y a une tendance effectivement à juguler un peu cette augmentation qui était fulgurante au cours des dernières années. Donc ça veut dire que les messages de prévention sont en train de passer. Et on constate également qu'il y a une plus grande utilisation des barrières physiques, à savoir les condoms. Et cela est aussi appréciable. Et en ce qui concerne la prise en charge, la solidarité nationale s'est fortement exprimée grâce à la volonté politique du chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement à travers la baisse des prix des médicaments. Et le Cameroun est aujourd'hui l'un des rares pays en Afrique subsaharienne, sinon le premier, qui offre une accessibilité des malades aux antirétroviraux à des coûts très abordables. Le prix moyen au Cameroun est aujourd'hui de 15 000 francs CFA par malade et par mois, et nos efforts vont continuer. Et nous avons également entrepris de baisser le coût des examens biologiques et cliniques. Nous l'avons déjà fait d'un tiers. Nous allons continuer également nos efforts pour que ces examens soient effectués à des prix beaucoup plus abordables que ça ne l'est aujourd'hui. Depuis 4 ans, j'ai vu les choses énormément progresser, aussi bien dans les prises de position des décideurs, que aussi dans la croissance des personnes qui viennent fréquenter le service. Alors en ce qui concerne les décideurs, eh bien, ça s'est beaucoup amélioré. Déjà on a lutté contre la prévention, pour la prévention de la transmission mère-enfant dans un premier temps. On a lutté pour rendre le dépistage volontaire, gratuit, accessible le plus possible, en tout cas au moins une fois par an. On a lutté pour justement mettre en place des structures comme des centres de prévention, de dépistage volontaire sur l'ensemble du Cameroun, c'est ce qui va être fait prochainement, ainsi que d'autres hôpitaux de jour que celui de Yaoundé, celui de Douala. On a rendu accessible, on a fait baisser les ARV, puisqu'au début, on avait des personnes sous ARV à 350 000 francs par mois. Et maintenant, on est entre 15 000 et 25 000 francs. Donc, il y a un énorme progrès, c'est beaucoup plus accessible. Dernièrement, on a baissé le prix de certains examens biologiques, car le suivi biologique était aussi une lourde charge pour les personnes. Donc, ce qui fait qu'au total, quand même, le patient séropositif et le malade du sida ont quand même une amélioration très nette de leur prise en charge, qu'elle soit d'ailleurs financière, clinique, biologique, mais aussi psychologique, car on oublie souvent que le sida, l'infection VIH est une catastrophe aussi sur le plan psychosocial. On a vécu longtemps dans le désespoir au Cameroun. Et depuis l'année dernière, il y a un gros effort que le gouvernement est en train de faire avec la réduction des prix des antirétroviraux et des examens biologiques. Il est vrai que le prix a vraiment baissé. Et notre souhait, c'est que ça continue à baisser parce que même à 15 000, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre les médicaments chaque mois,
combien de fois pour les examens. Mais avec les réunions qu'on a eues avec le ministre de la Santé publique, les prix vont continuer à baisser. Et nous espérons qu'il y aura une grande amélioration. Et aussi l'appui que la Banque mondiale va amener à l'hôpital de jour par rapport aux patients sous ARV, ça va permettre à beaucoup de personnes qui sont dans le besoin à avoir accès aux antirétroviraux gratuitement ou bien à très faible prix. Et le gouvernement est en train de faire aussi un très gros effort pour qu'à la fin, à la longue, on va même acheter les antirétroviraux à 5 000 francs. Donc c'est toujours ça, c'est l'appui du gouvernement et c'est notre souhait. On a beaucoup lutté pour ça, on a beaucoup dialogué avec le ministre et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment avec cet appui pour que ce soit continuel. Notre objectif stratégique dans les 2 années qui viennent est de ramener le taux de prévalence en dessous des 10%. Et nous y travaillons. Et c'est pour cette raison que notre réponse doit se densifier pour être véritablement massive, aussi bien au plan quantitatif qu'au plan qualitatif. Et avec la mobilisation des partenariats et les ressources qui arrivent de plus en plus et qui sont affectées à la lutte contre la pandémie du sida, nous avons grand espoir que nous mettrons cette pandémie sous contrôle au Cameroun. Dans tous les cas, la réponse camerounaise est déjà présentée aujourd'hui en exemple et nous avons renforcé le programme pour lui donner plus de capacités d'action. Et l'une des choses clés, c'est aussi le partenariat. C'est le partenariat et vous avez suivi toutes ces conventions, ces protocoles que nous avons signés avec les entreprises privées. Donc le partenariat public-privé jouera un très grand rôle en impliquant ces acteurs de terrain qui savent dans leur compte d'exploitation ce que qu'implique pour l'entreprise le sida. Cela est très important. Et nous n'oublions pas les confessions religieuses que nous engageons aussi et que nous impliquons dans la lutte et qui sont partenaires. Et la mobilisation des communautés elles-mêmes. Presque tous les Camerounais essaient de se mobiliser pour faire passer le message, mais le taux d'infection ne fait qu'augmenter. On ne sait vraiment pas pourquoi il y a cela. Peut-être que les gens, jusqu'à présent, il y a beaucoup qui disent que c'est faux, ça n'existe pas, c'est du langage qu'on a créé comme ça pour chercher de l'argent. Et c'est quand ça arrive à chacun que la personne accepte. Mais quand ça n'a pas encore atteint son organisme, on vous dira toujours non, c'est quelque chose qu'on a inventé, c'est pas vrai. Donc c'est pourquoi on voit toujours l'augmentation du taux d'infection au niveau du Cameroun. Donc on ne peut pas se décourager, il faut seulement qu'on se mette dans la tête qu'on doit vivre avec espoir. Un jour on nous dira qu'on a trouvé le médicament miraculeux qu'on est en train de chercher, puisque ça concerne le monde entier, ce n'est pas uniquement pour les Camerounais. Donc en tant que personne vivant avec le VIH, je ne vois pas pourquoi je dois me décourager. Même si je suis déjà à un niveau très avancé de la maladie, je vivrai toujours avec espoir, tout en me disant qu'un jour le médicament sera trouvé pour m'aider à me relever. Tout comme d'autres patients doivent le dire aussi. Ils doivent se mettre ça dans la tête que ce n'est pas la fin du monde. Même avec la syphilis, les gens ont eu à mourir des années avec la syphilis, la lèpre. Ça a mis des années avant qu'on a pu trouver des médicaments. Donc ce n'est pas le VIH qui pourra dépasser les scientifiques dans le monde entier, puisque ce n'est pas seulement pour les Camerounais. Les moyens suivent des bons projets. Et nous sommes en train de renforcer le projet du Cameroun, la réponse camerounaise, et nous pensons que par sa qualité, les moyens viendront. Il y a déjà l'effort du gouvernement et également l'affectation de ressources PPTE à la lutte contre le VIH-Sida. Elle est effective? Et tout à fait, elle est effective. Et nous avons des partenaires comme la Banque mondiale qui avait déjà mis en place un crédit de 50 millions de dollars. Mais nous allons au-delà, parce que nous voulons une réponse massive. Il faut aussi beaucoup de moyens. Et c'est pour cette raison que le Cameroun a élaboré et soumis sa requête au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ce fonds qui a été créé par les Nations Unies. Et nous avons une requête d'environ 150 millions de dollars
pour les 2 années à venir, 2003-2004, et nous allons nous battre pour que le Cameroun soit accessible à ses ressources. À votre avis, quel aura été l'impact du problème du sida dans cet intervalle de 20 années? La première dame s'est beaucoup impliquée et ça c'est grâce au courage de son mari. Et elle continue même à le faire, elle continue à apporter son appui dans les activités du sida, à soutenir des personnes. Et quand un chef de l'État est impliqué dans une activité, tout le gouvernement s'implique et la population en récolte beaucoup. Nous n'avons pas ménagé d'efforts pour promouvoir la femme camerounaise. Nous sommes disposés, décidés à continuer à promouvoir la femme camerounaise parce que nous pensons que ceci est en droit de dire dans la politique que nous avons définie dans notre parti et nous pensons que les femmes camerounaises le méritent bien. Le discours que tient le président de la République était très clair par rapport aux orientations pour les femmes et son action. Mais quelque part, nous avons l'impression que les stratèges qui doivent traduire ce discours et le faire passer en termes d'actions à mener ont tellement de retenue qu'ils poussent même le vice jusqu'à le traduire à leur manière et à l'habiller d'autres choses que nous n'avons pas vues. Et pour nous, vraiment, c'est assez angoissant quand on voit les échéances qui arrivent et que c'est un septennat qui est en train de finir. La plus grande décision en 1984, la plus grande innovation, je dirais, c'est la création du ministère de la Condition féminine. Je crois que si le chef de l'État avait décidé à l'époque de la création d'un mécanisme national chargé de la promotion féminine, c'est qui répondait à une attente. Bien sûr que c'était un nouveau ministère qui avait quand même fait peur à certains, mais qui avait beaucoup donné d'espoir aussi aux femmes. Et c'est pour cela que je me souviens que les femmes, au début, étaient très impatientes de voir des actions concrètes réalisées par ce département ministériel. Les femmes, depuis 20 ans, et ça, je pense que la politique en place a aidé à le faire sentir, ont montré qu'elles sont capables, elles ont pas seulement la volonté, elles ont le potentiel et elles ont les compétences. Tous les indicateurs montrent aujourd'hui que les progrès ont été importants au niveau de la promotion de la femme. Je prends un seul exemple, c'est la mobilisation de la femme elle-même. Parce que je pense que ce ministère a permis à la femme de prendre en main son destin. Et preuve, vous voyez les nombreuses associations féminines qui ont été créées. Et je pense aussi à la promotion des femmes à des postes de responsabilité. Je pense aussi aux métiers qui étaient fermés aux femmes et qui aujourd'hui, ma foi, tout le monde trouve que c'est normal de rencontrer un colonel femme, c'est normal de rencontrer une capitaine, enfin on pourrait peut-être les appeler capitaines. Ce n'était pas évident. Et je pense notamment au poste de secrétaire général. C'était une chasse gardée. Ce n'était pas des postes qui devraient être occupés par les femmes. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est normal parce que ça a été fait. Mais beaucoup reste à faire. Il y a tellement de postes qui restent à conquérir pour les femmes aujourd'hui. On compte 2 femmes au gouvernement, 19 à l'Assemblée nationale. Colonel, ça s'arrête là, Madame le ministre. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup plus à conquérir encore que ce qui a été fait? Il y a beaucoup plus à conquérir, certes. Mais je pense qu'il faut aussi voir de là où nous venons pour un peu apprécier ce que nous avons aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses à faire. Et la première des choses, vous savez, c'est vrai quand vous le dites, qu'il n'y a que 2 femmes, il n'y a que ceci, que cela, mais il faut commencer par la formation. Prenez le nombre de femmes qui occupent ces postes de responsabilité rapportés au nombre de femmes qui ont été formées dans tel domaine. Vous trouverez que peut-être le pourcentage n'est pas mauvais. Donc il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire et je pense que, ma foi, la volonté politique est là. Les moyens sont de plus en plus mis en œuvre. Vous voyez, au niveau du gouvernement, le ministère avec la réforme de 1998, le ministère aujourd'hui se retrouve jusqu'au niveau des arrondissements, ce qui n'existait pas en 1984. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que l'environnement aujourd'hui est plus favorable à la promotion de la femme qu'avant. Nous avons des femmes qui sont maintenant directeurs généraux de société, mais vous savez très bien, quand une accède, une autre s'en va. Et ça nous préoccupe très fort. Bon, il y en a qui ont des titres fonciers, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais la plupart du temps, où elles sont alors dans des sociétés toujours en second rang, ça nous préoccupe. Nous demandons une seule chose, qu'on nous donne aujourd'hui la possibilité de montrer notre capacité à travailler et à contribuer pour notre pays. Je dis que c'est la réalité. Les femmes sont très conscientes de la situation et cette inhibition est réelle. À titre d'exemple, regardez un peu, tout le monde sait que même au sein des partis aujourd'hui, le mot d'ordre c'est de faire élire les femmes. Mais vous avez vu ce que les femmes ont subi. C'est pour cela que je rappelle le discours de Marois de 1997, qui pour nous est vraiment une situation de référence parce que les mots ont été dits. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de chercher. On a plus de conscience, et ça c'est vrai. Les femmes sont beaucoup plus actives dans la société civile, mais c'est ça qui est un peu dangereux. Plus elles seront conscientes, plus elles seront exigeantes en termes de, comme on dit aujourd'hui, d'imputabilité. Il faut qu'on leur rende compte maintenant. Elles ont élu le président, elles ont élu les autres et de membres, tous ceux qui font donc vivre le gouvernement. Aujourd'hui, elles sont en droit de dire que où en sommes-nous? Et cette sorte d'impatience de la femme camerounaise et d'insatisfaction viendrait aussi du fait que la femme camerounaise pense qu'elle a été de tous les combats de ces 20 années du président de la République, qu'elle a été massivement à tous les moments importants derrière le président de la République. Est-ce que vous pensez que la récompense est à la hauteur de ce sacrifice, madame? Bien, je crois qu'il faut le reconnaître. La femme camerounaise a été de tous les combats. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est d'ailleurs mieux armée pour continuer le combat. Et ma foi, le président n'a jamais cessé. Et je pense que vous pouvez prendre tous les discours du chef de l'État. Chaque fois qu'il s'adresse à la nation, il n'a jamais manqué de s'adresser aux femmes et de reconnaître, n'est-ce pas, l'apport des femmes. Les femmes ont toujours été à l'avant-garde de notre action. Elles ont été de tous nos combats les animatrices dynamiques de l'esprit du renouveau. Infatigables dans l'exécution des multiples tâches. Dans les multiples tâches qu'exige le fonctionnement et l'animation du parti, elles se sont toujours mobilisées pour le triomphe de nos idéaux. Beaucoup de choses sont faites. Il faut quand même tenir compte
du fait que nous avons affaire à des changements de mentalité et à des changements plutôt structurels. Je vous parlais de la formation. Je pense que l'accent devrait être mis sur la formation des femmes dans tous les domaines et en plus grand nombre pour pouvoir prétendre à améliorer l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Il faut aussi penser aux femmes elles-mêmes. Il faut qu'elles prennent en main leur destin. Et la législature dernièrement, les 19 députés, les femmes ont gagné de hautes luttes. C'est vraiment de hautes luttes. Et bien sûr que quand vous prenez 19, c'est à peu près 10%, mais c'est un grand pas dans une société démocratique où, vous savez, les populations parlent de beaucoup plus d'être représentées, parce qu'on voit le député comme un simple représentant, et on voit le maire comme un chef. Bon, on ne voit pas que le maire ou le député est au service de la population. Or, si on pensait service, je pense que la femme camerounaise est mieux placée. Et vous la voyez au niveau du développement communautaire. Elle est mieux placée pour rendre service. C'est précisément là le problème, madame. On a l'impression que la femme camerounaise se bat, mais que la réponse des pouvoirs publics tarde à venir au niveau de l'accès au crédit, précisément, ou de l'accès aux terres, ou de la législation qui n'évolue pas beaucoup ou assez rapidement pour leur donner le cadre d'expression qui pourrait sied à leurs efforts, aux efforts qu'elles consentent. Bon, vous savez que la législation peut être... le code de la famille, je dois dire qu'il est en gestation. Et il va régler certainement tous les problèmes de la gestion des biens au sein des ménages, les problèmes de succession. Mais je crois que la pratique a pris le pas sur le droit. Nous pensons qu'il est très important qu'avant ce septennat, on ait au moins un code de la famille réellement fait et réellement capable de répondre aux attentes que nous avons depuis bientôt 27 ans que ce code. Il a toujours été en préparation. Nous avons tous contribué à sa préparation et chaque jour, il est en préparation. Il y a sûrement beaucoup d'expériences qui sont des initiatives en cours. Mais ce qui est important, ce sont les initiatives qui restent, qui sont pérennes. Et c'est pour cela que nous insistons sur les textes de loi. Les textes de loi ne changent pas la vie des femmes en baguette magique, mais la vie des femmes peut être vue à travers ces textes de loi. Et ces textes de loi peuvent survivre ou servir pour plaider la cause des femmes. Le président, je peux dire, c'est le premier féministe. Mais vous devez vous dire aussi que le président est entouré. Il définit la politique que d'autres sont chargés d'appliquer. Alors, s'il y a un appel que je dois faire, ce n'est pas en direction du président. C'est en direction de ceux qui sont appelés à mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'État. La promotion féminine est une option forte du chef de l'État et elle est constante. Maintenant, il est temps que tout le monde considère la promotion féminine comme une option politique et que tout le monde mette la main. On est à ce niveau-là aujourd'hui.